Bonsoir et bienvenue à cette édition. Les titres. Dans le cadre d'une élection présidentielle apaisée en avril 2021, le chef du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel séjourne au Bénin depuis le week-end écoulé. La mission de Mohamed Chambas consiste à discuter avec les différentes parties impliquées dans la dite élection. À suivre dans cette édition, le point de ces échanges avec les membres de la mouvance politique. La candidature du chef de l'État Patrice Talon à sa propre succession connaît une flopée de parrainages. Dans ce 19h, les raisons de la supposée multitude de parrainages proposés avec le directeur de la communication de la présidence de la République, Wilfried Léandre Rombedi. Célébrée le 14 février, la Saint-Valentin est considérée dans de nombreux pays comme la fête des amoureux. Les couples en profitent pour s'offrir des cadeaux comme preuve. L'analyste spirituel Abish Adibouye donne sa perception de cette commémoration. Bonsoir à toutes et à tous. Le chef du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Mohamed Ibn Chambas, est à Cotonou depuis dimanche 7 février. C'est dans le but de rencontrer les différentes entités politiques qui prendront part au scrutin présidentiel prochain, mais aussi les institutions impliquées dans le processus électoral. C'est d'ailleurs dans ce cadre que sa délégation a rencontré ce jour les membres de la mouvance présidentielle. Ce après, le ministre des Affaires étrangères, Aurélien Agbenossi, TV, s'est rapproché d'Abraham Zizidoué, membre du bureau politique du parti Union progressiste, afin d'en savoir plus sur la quintessence des échanges. Suivons-le au micro d'Abdelkader Achiro. Posé du représentant résident au Bénin, il est nouvellement arrivé. Je crois qu'il n'a pas encore fait la visite de courtoisie pour que les Béninois le connaissent, mais il était là. C'est lui qui nous a introduit le représentant spécial, secrétaire général des Nations Unies, qui est responsable des pays du Sahel et de la sous-région. Ibis Chambas, c'est un habitué des lieux, puisqu'il a été représentant de la CEDEAO. Il a été représentant ACP-UE africain et il est maintenant au niveau des Nations Unies. Donc c'est un frère africain qui connaît bien le pays. Alors d'entrée, ils nous ont fait part de l'objet de cette visite. C'est une visite préélectorale. C'est dans les habitudes diplomatiques de grandes organisations. C'est le cas des Nations Unies, ce peut être avant, d'ici à là, le cas de l'Union africaine, le cas de la CEDEAO, etc. Donc c'est une visite préélectorale, dans la mesure où, comme ils le disent eux-mêmes, l'élection présidentielle, c'est un moment important de la vie des populations d'un pays. Et donc ils viennent pour voir tous les acteurs de l'élection, verront les institutions qui interviennent dans ce processus électoral. Ils voient les acteurs de la majorité présidentielle. Ils vont rencontrer les acteurs de l'opposition, l'opposition dans toutes ses composantes, l'opposition démocratique. Et ils rencontreront quelques organisations également de la société civile. Donc, dans ce cadre, l'essentiel pour eux, l'objet principal pour eux, c'est faire les constatations, recueillir des informations dans le pays, comment les choses se déroulent, mais surtout, essentiellement, c'est apporter un message de paix. Ça, c'est important pour les perspectives, pour la prévention, c'est un message de paix. Et en cela, il nous l'a dit, il attend des uns et des autres un comportement démocratique, d'éviter la violence, le chaos, et que la violence et le chaos sont contraires
à la démocratie. J'ai l'habitude de dire que ces expressions, ces mots-là, ne se trouvent pas dans le lexique démocratique. La rhétorique guerrière, ce n'est pas en démocratie. La violence, le chaos, ce n'est pas dans le lexical démocratique. Donc, ils nous ont dit de privilégier le dialogue. Il dit même en cas de guerre, les Nations Unies, le Conseil de sécurité, leur objectif c'est quoi? C'est instaurer le dialogue. Même en cas de guerre, nécessité d'instaurer le dialogue. À plus forte raison, à l'occasion d'élections où le peuple exerce sa souveraineté, où le peuple choisit ses représentants. Donc, pour eux, nous devons actuellement entrer en campagne pour la paix. Vous, les médias, nous, les acteurs politiques, nous devons entrer en campagne pour la paix pour l'élection du 11 avril. Nous devons aller aux élections pour élire notre président. C'est le message qu'ils ont porté. C'est le message de paix, le message de non-violence. Et ça, c'est essentiel. En cela, ils ont rejoint la préoccupation de tous les partis de la majorité présidentielle qui étaient présents, que ce soit l'Union progressiste, que ce soit le parti, le PRD, qui a dit son credo, c'est la paix, en tout temps, en tout lieu, et qui l'a démontré. Mouel, l'UDB, chacun s'est exprimé pour dire c'est la recherche de la paix. Restons avec le membre du bureau politique de l'UP, Abraham Zizloué, qui commente les candidatures plurielles qui ont été enregistrées dans le rang de l'opposition politique au régime Talon. Il est au micro d'Abdelkader Achirou. Qui va loin ménage sa monture. Nous avons vu très tôt, nous avons fait les efforts. Ce qu'on peut dire sincèrement, il ne nous revient pas de donner des leçons à l'opposition, mais ce que nous pouvons faire, c'est plutôt de les encourager. Parce que quand on prend l'opposition, s'il faut partir vraiment du début, c'est d'abord les FCBE. C'est d'abord les FCBE dans leur totalité. Il y a une première division des FCBE en deux. Ensuite, le reste de FCBE, il y a encore une autre division FCBE en deux. C'est une division par parité, c'est-à-dire de 1 en 2. De 1 en 2. À la fin de l'autre régime, certains des FCBE ont rejoint la mouvance. La FCBE qui avait pour président d'honneur l'ancien président Boni Yayi, au moment du discours du dialogue politique après les événements malheureux des législatives pour lesquels l'opposition s'est gardée d'aller avec son slogan « Pas d'élection sans opposition » après avoir voté des lois électorales, au moment de leur application pour des difficultés, au moment de trouver des solutions consensuelles, l'opposition s'est rétractée, a fait de l'anti-jeu, s'est exclue d'elle-même et pour dire que c'est les lois qui les excluent, ce qui était faux. Donc, je disais participarité au moment après le dialogue où déjà on voyait la nécessité d'avoir des parrains ayant échoué pour les législatives, au lieu d'aller au communal, niet, boycott des communales, alors qu'on sait que la présidentielle, il faut les parrainages. Et là, il y a encore une division en deux. Il y a une partie de cette FCB qui est allée au dialogue, qui d'ailleurs réclamait la paternité de la proposition du parrainage au détriment de la caution qui était de 250 millions. Ceux-là trouvaient, et même des intellectuels, des universitaires, dans les commissions du non-fonds, ils disent au lieu de 250 millions, baissons la caution et remplaçons par des parrainages. Donc le parrainage n'est pas l'œuvre du président Talon. Ce n'est même pas, c'est eux qui ont trouvé ça comme une alternative à la caution, faisons les parrainages. Ça a été fait, et au moment d'aller aux élections, ils n'y vont pas. Qu'est-ce qu'ils font? Leur président démissionne,
met en difficulté la frange de l'opposition qui était acquise à cette réforme, si bien que cette opposition n'a pas pu avoir les parrains, le nombre qu'il fallait, se sont retrouvés avec 6 parrains. Mais c'est déjà mieux, comme on dit chez nous, vous faites l'effort, vous mettez la charge sur les genoux, on vous aide, n'est-ce pas, à mettre sur la tête. Les difficultés que nous avons tous vues, il n'y a pas lieu d'en rire, au contraire, il y a lieu de leur donner des conseils, n'est-ce pas, d'efforts, de difficultés, leur dire que nous avons vécu ça, ces difficultés, mais nous les avons surmontées. L'image que ça a donné montre qu'ils sont encore dans un état d'impréparation parce qu'il y a LD, il y a le Front pour restaurer la démocratie. Alors, le LD fait partie du Front. LD a dégagé, n'est-ce pas, à l'interne, ses candidats qui se sont retrouvés au niveau du Front. Ensemble, ils ont dégagé leur candidat pour le Front. Quelque temps après, alors, donc il y a eu un micmac que personne n'a compris. Et on a compris que c'est les difficultés de rassemblement. Et ça montre toujours l'état d'impréparation de cette opposition qui aujourd'hui ne paraît pas crédible pour une alternative vraiment au président qui est là. Je crois que le pays nous appartient à nous tous, à eux et à nous. Le Bénin au-dessus de nous tous, de nos petits intérêts, mais à voir de près, est-ce que si le Bénin était là, dans le cœur des opposants, est-ce qu'on aurait vu cette scène-là où personne n'est capable de se mettre en arrière, de se désister en faveur de celui qui est le mieux placé pour que les élections puissent avoir bien lieu et qu'on ait vraiment un candidat du pouvoir, un candidat de l'opposition, et quand on a comme ça 2 qui s'affrontent, la chose. Mais, disons-nous bien, on aura une bonne compétition puisque, d'après ce que nous savons, il y aura le pouvoir, il y aura l'opposition, il y aura même l'opposition plurielle, puisqu'il y a déjà une opposition qui est acquise à la réforme. Cette opposition-là se préparait depuis, la force pour Korea émergent. On aura le face-à-face. On aura aussi des démocrates, à ce qu'on a pris, parce que nous, à l'Union progressiste, nous avons dit à nos parrains de parrainer des démocrates. Maintenant, leur difficulté, c'est qu'ils se sont retrouvés devant plusieurs démocrates, au moins 3 ou 4 listes de démocrates. Donc, chacun a fait son choix selon la connaissance des personnalités qu'ils avaient en face d'eux, parce que nous ne voulons plus les parachutages, ça nous l'avons dit. Et c'est ces parachutages-là qui nous ont amenés à faire ces réformes-là. Je crois que d'ici à là, quand la Sénat va valider donc les candidatures, nous saurons qui de l'opposition seront en face du candidat de la mouvance, le président Athanase Patrice Guillaume Talon. Le président de la Cour constitutionnelle, Joseph Djogbenou, a reçu ce mardi 9 février 2021 le représentant spécial du secrétariat général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Mohamed Ibn Chambas. Les échanges ont porté sur l'organisation du scrutin présidentiel du dimanche 11 avril 2021. Monsieur Chambas a précisé que la Cour constitutionnelle joue un rôle stratégique et très important dans cette élection. Il était également question pour sa délégation et lui de s'enquérir de l'évolution de l'organisation de la présidentielle au niveau de la Cour constitutionnelle. Pour les Nations Unies, nous travaillons pour la prévention des conflits. Nous espérons que tout va se dérouler dans la paix, dans la crédibilité et dans la transparence. Nous avons eu des échanges fructueux avec le président de la Cour constitutionnelle, a-t-il conclu. Reçu sur l'un des panels de causerie de Café Média Plus vendredi dernier, le directeur de la communication de la présidence de la République, Wilfrid Léon Mbedji, a évoqué les raisons de la supposée flopée de parrainage proposée pour la candidature du président Talon pour un second mandat. Il est au micro de Carles Kitome. Et effectivement, les dossiers de candidature ont été déposés hier. Les performances que vous évoquez en termes de parrainage recueilli illustrent sans conteste
de l'adhésion massive des acteurs politiques, mais qui traduit aussi celle de l'ensemble du peuple béninois, ce qui du reste a été perceptible à l'occasion de la tournée de reddition de comptes effectuée dans les communes. Et à ce propos, je voudrais vraiment vous rassurer d'une chose, parce que comme journaliste, on peut avoir le doute méthodique et se demander qu'est-ce qui fait se mouvoir les choses. Je peux vous rassurer qu'en initiant cette tournée-là, il était clair dans l'esprit du chef de l'État et les consignes ont été dans ce sens. Contexte de Covid oblige de ne pas organiser de regroupement dans les communes pour l'accueillir. Mais dès les premières étapes, vous avez constaté que ça a été une mobilisation spontanée, ce qui a fait que sur le reste des communes, c'était devenu comme une compétition, chacune d'elles voulant montrer au chantre de la rupture la perception, je veux dire la compréhension qu'elle a désormais de son action et l'adhésion qu'elle lui manifeste donc. C'est utile de dire ça aujourd'hui parce que, toutes choses restant égales par ailleurs, si on avait entrepris cette tournée il y a 3 ans, il y a 2 ans et demi, on n'aurait certainement pas eu le même engouement. Si les dépôts des candidatures pour la présidentielle se faisaient il y a 2 ans et demi, il y a 3 ans, on n'aurait certainement pas eu le même engouement. Cela veut dire que quelque chose s'est passé en temps. Pour que nous passions de la case de la détestation à celle de l'euphorie aujourd'hui de l'adhésion massive de nos compatriotes à la dynamique qui est en cours, à la philosophie politique déployée par le président de la République. Mais comment en est-on arrivé là? L'œuvre d'un chef d'État, quel qu'il soit, dans l'absolu, c'est de bâtir un monde meilleur, comme disaient vos invités de tout à l'heure. C'est de bâtir un monde meilleur. C'est faire en sorte que dans le pays, l'on vive mieux. Ceux qui sont là aujourd'hui, ceux qui viennent après nous, parce que n'oublions pas le mot d'Alphonse, c'est Alphonse Allais qui le dit, ou Abou, que nous sommes les héritiers de ceux qui sont partis, la providence de ceux qui viennent. Pour être leur providence, qu'est-ce qu'on fait? C'est œuvrer à leur créer les meilleures conditions de vie possibles. Le directeur de la communication Wilfried Léandre Ngbeji a également précisé le sens des exigences du régime Talon en ce qui concerne les différentes réalisations en cours depuis le 16 avril 2016. Il a profité de l'occasion pour apprécier la qualité de certains ouvrages. Parce que bâtir un État, c'est comme bâtir une maison. Si vous voulez faire votre maison, vous avez mobilisé de l'argent. Vous n'allez pas construire sur les sables mouvants. Comme dit l'Évangile, vous allez chercher à construire sur du roc pour que la maison, l'édifice soit solide. Construire sur le roc, c'est comme si on veut faire ce bâtiment en R plus combien et que l'on ne fait pas une fondation suffisamment profonde pour asseoir les bases de la maison. Si on la faisait à fleur de terre, le premier vent qui passe, ça va l'emporter. Et c'est ce que nous avons observé dans notre pays depuis les indépendances. Qui d'entre nous ici n'a pas eu la surprise de sa vie de tomber sur des édifices datant de la période coloniale, qui résistent encore au temps, qui sont solides, cependant que, dans le voisinage, des infrastructures réalisées depuis le renouveau démocratique menacent déjà ruine quand ce n'est qu'elles sont déjà totalement à terre. Cela postule que par le passé, l'on a fait beaucoup attention à la qualité des ouvrages. L'on a tenu compte des conditions de réussite, de durabilité des choses, alors qu'à partir d'un moment donné, abstraction faite de la corruption et autres prévarications qui ont souvent entouré ce genre de dossier, l'on n'a pas souvent projeté l'avenir. On a géré les urgences. Le président Talon a dit, oui, il y a les urgences. Gérer un pays, c'est faire face aux urgences. Mais à côté des urgences, il y a la prospective. C'est comment on fait pour que les dirigeants de demain, les générations à venir ne gèrent plus les urgences. Voilà pourquoi certains secteurs clés ont été appréhendés à bras-le-corps avec abnégation, avec, je dirais même passion, une passion incandescente de bien faire pour que le Bénin grandisse. Et on peut citer des exemples. Nous avons pris le secteur de... Et il me souvient, comme si c'était hier,
les séances dans cette même salle où le courant électrique était vraiment en mode alternatif ici, où ça partait, ça venait, ça partait, ça venait. Aujourd'hui, je suis sûr que si ça se passe ici, personne ne va dire « Oh, ils ont encore coupé ». On va se dire plutôt « Non, dans quelques minutes, ça viendra ». C'est ce qui a changé fondamentalement. Mais quand on parle de ça, si vous n'avez pas en présence d'esprit de revisiter les réalités d'avant 2016 pour comparer, vous n'allez pas apprécier à sa juste valeur la qualité de la gouvernance qui se meut et qui est à l'œuvre depuis 2016. La situation appelle d'abord des solutions d'urgence, ensuite des solutions de prospection. Et en urgence, on a fait recours à de la location pour générer l'énergie nécessaire à satisfaire les attentes des Béninois. Et pendant ce temps, pour que nous ne restions pas éternellement dépendants des autres, les investissements ont commencé à être réalisés pour produire Maria Gleta, qui fonctionne aujourd'hui, 127 MW. Et au jour d'aujourd'hui, à côté de ces 127, on a réhabilité l'existant qui existait pour 30 MW, les petites centrales de la SB2E. Et nous sommes aujourd'hui à un taux de production de 50 à 60% de nos besoins internes en temps de pointe en matière d'électricité. L'homme, qu'on le veuille ou non, est une entité qui se réincarne. Autant que nous sommes, nous avions toujours eu une vie antérieure. Donc, plusieurs fois, nous avons changé d'enveloppe par la loi de la réincarnation. Mais existe-t-elle réellement? Ricardo Agege, guide spirituel, pour plus de précision au micro de Jacques-Mario d'Almeida. Tout d'abord, nous devons comprendre que nous sommes une entité qui est née, qui s'est incarnée sur Terre. Tout autant que nous sommes, nous avons eu à changer plusieurs fois d'enveloppe. Nous nous sommes incarnés plusieurs. Et d'abord, le processus de la vie passe des minéraux. Le stade des minéraux, on vient au niveau des végétaux au niveau des animaux, et puis on arrive au niveau de l'humain. Maintenant, au niveau de l'humain, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, après la mort physique, bien sûr, la mort change de dimension. Et en changeant de dimension, pour ceux qui sont sur le plan physique, ils disent que la personne est décédée, ne va plus le faire. Mais vous aurez dû constater que dans nos pratiques, dans nos religions endogènes, les gens disent souvent que l'âme, souvent si c'est la maman qui décède et que c'est une fille qui naît le même jour, on l'appelle cette personne, il y a pas aussi, je pense, c'est-à-dire que c'est la maman qui s'est réincarnée en l'autre. En fait, nos parents dans nos religions endogènes connaissent l'histoire de la réincarnation. Ils savent que l'âme qui vient de partir, c'est-à-dire qui vient de changer de dimension, n'est pas parti, il va encore revenir. Mais là où c'est tellement important pour ceux qui croient bien sûr à la réincarnation, moi je crois à la réincarnation, ceux qui ne croient pas à la réincarnation, donc ils auront le temps aussi de comprendre cela, c'est que toutes les expériences que vous avez acquises dans une incarnation donnée, je suppose dans notre existence actuelle, je suis en train de parler devant vous. Peut-être que j'ai, dans un monde passé, acquis certaines connaissances que je suis en train de véhiculer aujourd'hui. C'est pour cela que vous aurez dû constater qu'il y a certaines personnes qui naissent avec certains talents, ou bien avec certains pouvoirs. Ça n'a même pas d'âge. C'est parce que cet individu, dans les vies passées, a déjà acquis certaines connaissances, a déjà pratiqué cela, à tel enseigne que quand il est né, cela devient naturel chez lui. Ça devient spontané. Donc à cette personne-là, on dit que en fait, vous vous réincarnez pour bénéficier de vos grâces et maintenant pour corriger en quelque sorte vos erreurs aussi. Parce que tout autant que nous sommes, nous avons une mission sur Terre. Donc le plus important, quand vous connaissez votre mission sur Terre, c'est plus facile pour vous de bien jouir de votre existence sur Terre. Là, vous ne vous divaguez pas totalement. Donc la réincarnation, c'est quelque chose que tout homme fait. Vous prenez votre corps, le corps, que ce soit fille, le corps d'un mâle ou bien le corps d'une femelle, en fonction de l'énergie ou bien en fonction des expériences que vous choisissez, que vous avez choisi de faire.
Même les maîtres, à un moment donné, quand vous atteignez un niveau d'éveil spirituel, c'est-à-dire, je prends le niveau christique, les maîtres, vous avez la possibilité de vous incarner ou bien de ne pas vous incarner, c'est-à-dire de rester dans le monde de la béatitude. Mais les maîtres choisissent volontairement de s'incarner tout en gardant, quand vous atteignez ce niveau, c'est-à-dire vous avez la possibilité de garder votre corps physique que vous avez eu dans les incarnations passées, vous pouvez garder cela et revenir, comme vous pouvez prendre votre temps, pour aider ces âmes qui sont sur terre pour leur accompagnement spirituel. Le 14 février prochain, la Saint-Valentin sera célébrée par la communauté internationale. Comment doit être perçue cette journée dédiée à l'amour? Abish Adjiboye, analyste spirituel, pour plus de précision, au micro de Jacques Marion d'Almeida. Nous sommes également en cette année 2021, à un 14 février, et l'humanité, dans beaucoup de pays, s'apprête encore à faire la fête de l'amour. Ça veut dire que l'amour occupe pratiquement une grande partie de nos activités. Disons que nous sommes l'amour. Donc on ne finira jamais de parler de l'amour. Mais pour parler du 14 février, qui est considéré dans beaucoup de pays comme la fête des amoureux, il faut faire un constat. L'humanité est de plus en plus instable émotionnellement, mentalement. Et pourtant, chaque 14 février, les gens se regroupent et fêtent l'amour. De cette remarque, il faut s'interroger, mais parce que quand on fait une chose, comment se fait-il que de plus en plus les gens souffrent, les gens vivent une instabilité émotionnelle? C'est parce qu'il y a un problème qu'il faut souligner. D'abord, il faut préciser quelque chose. C'est vrai, nous ne sommes pas contre la fête de l'amour. Les gens sont libres de fêter ce qu'ils ne connaissent pas. Mais d'abord, l'amour étant une loi, donc un principe, on ne fête pas une loi, on célèbre une loi. Ce dont il faut parler, c'est la rééducation de l'amour. Si vous n'êtes pas une personne de connaissance, vous ne pouvez pas exprimer valablement l'amour. Parce que l'amour étant la loi, l'amour est une loi. Il faudrait bien que les gens comprennent, l'amour est une loi. Or, l'expression active de la loi, c'est la justice. Je suis en train de dire, bien évidemment, que l'amour, c'est la justice divine. Mais, qu'est-ce qui caractérise la justice? Quand vous prenez notre société, par exemple, la justice sociale œuvre pour qu'il y ait équilibre dans la société. Également, la justice divine œuvre pour qu'il y ait équilibre au niveau de mécanisme du fonctionnement de l'univers. Ça veut dire quoi? Vous ne pouvez pas vous engager dans la justice de l'amour sans faire preuve d'équilibre. Et aujourd'hui, les gens ne sont pas équilibrés émotionnellement. Vous ne pouvez pas attendre de quelqu'un qui est déséquilibré émotionnellement, qu'il vive véritablement ce qu'on appelle l'amour. Parce que les gens vont se regrouper un 14, il y aura de la poésie bien évidemment, il y aura des expressions de cadeaux bien évidemment, mais tout cela, ça ne change rien. Ça ne change rien parce que les gens ont confondu l'émotion et l'amour. L'amour, c'est une justice. Et nous rappelle que tout ce qu'il faut faire avec équilibre. Même le sourire, même le cadeau, il faut faire avec équilibre. Nous devons arrêter d'amplifier des émotions chaque fois et parler de l'amour. Mais nous devons demeurer équilibrés.
Les Allemands du Bayern Munich ont barré ce lundi la route de la finale du mondial des clubs aux Égyptiens d'Al Ahly. Les champions d'Europe ont battu les représentants africains 2-0 en demi-finale au stade Ahmed Ben Ali de Qatar grâce à un doublé de Robert Lewandowski. Le jeudi 11 février 2021, le Bayern va s'opposer au club mexicain les Tigres du français André Pierre Gignac en finale. Un peu plus tôt le même jour, Al Ahly va affronter les Brésiliens de Palmeiras pour le compte du match de la 3e place. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous.